Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Safa Benkader, architecte et doctorante en architecture et ville. Caroline m'a très bien présentée. Donc, aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de ma recherche doctorale qui porte sur le réusage des ressources vers une nouvelle pratique. Donc, j'étudie les opportunités des projets négociés entre transition écologique, faisabilité opérationnelle et pérennité du processus. J'interviens dans ce cadre-là et avant de commencer, je souhaite quand même remercier à l'occasion Caroline et Bruno pour cette invitation et de m'avoir donné l'occasion justement de présenter et partager ma recherche avec un public assez large. Je vous remercie par avance de vos retours et actions suite à mon intervention. Donc ça, c'est sans ça, je ne peux pas faire évoluer ma recherche et mes résultats. Merci d'avance. Donc, avant de commencer, je voulais quand même présenter rapidement mon parcours. Donc, j'ai commencé par suivre un master spécialisé en soutenabilité et sobriété à l'INSA Marseille, suivi et encadré par Jean-Marc Huguen, l'écrivain du livre La poubelle et l'architecte, que je vous conseille aussi de le consulter pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'était ma source d'inspiration sur les domaines du réemploi des matériaux. En parallèle à ça, j'ai suivi un parcours recherche encadré par Stéphane Enrault, toujours à l'ENSA Marseille, sur les sujets de la recherche par le projet et pour le projet architectural et comment lier justement les approches théoriques et pratiques dans le domaine de l'architecture et de la ville. À l'issue de mon diplôme, j'intègre l'atelier AINO, donc une scope spécialisée dans la réhabilitation et le réemploi des matériaux. À ce moment-là, à l'époque, l'équipe partageait les locaux dans un incubateur d'entreprise dans lequel se trouvaient, par chance, les bureaux de l'association Rédificaré à l'époque, gérée par Valérie Deco. Donc, c'était parmi les premières rencontres que je salue et je remercie. Elle est présente avec nous aujourd'hui et qui est, mis à part le fait qu'elle est la pionnière des démarches de réemploi sur Marseille et en région PACA, elle est aussi la source d'inspiration pour les acteurs sur le sujet. Donc, cette expérience m'a permis justement de me positionner dans les frontières entre cette envie de faire de la recherche par le projet et le souhait de développer des démarches de réemploi des matériaux. Et à l'issue de ça, je présente un mémoire de HMO-MP, donc une habilitation à la maîtrise d'œuvres en nom propre, sur le sujet des apprentissages de la recherche et de la transmission par l'architecture et comment la recherche peut être une source ou une stratégie pour la pratique professionnelle en termes d'innovation, de développement, etc. En fin 2020, donc je commence ma thèse CIFRE, donc c'est une thèse opérationnelle qui est cofinancée par une agence d'architecture et d'urbanisme installée sur Marseille qui est Bresson Schindelbeck Architecte Associé, et par la NRT, donc l'Agence nationale de recherche technologique, qui prend en charge cet aspect opérationnel et la possibilité que le doctorant ait à la fois un temps sur la pratique dans une agence d'archi et un temps pour développer sa recherche fondamentale. Alors, quand j'ai commencé à analyser, en tout cas à vouloir analyser les projets qui constituent mon corpus de recherche que j'ai présenté tout à l'heure, j'ai cherché un peu les méthodes qui pourraient m'intéresser, en tout cas pour justement aller dans le sens de la liaison, en tout cas de ce lien entre la pratique et la recherche. Et donc, j'organise un cycle de 5 conférences pour les 5 projets de démarche exploratoire qui constituent mon corpus de recherche, avec les acteurs responsables des projets, surtout sur la démarche d'emploi. C'est-à-dire que parfois, c'est les architectes du projet, parfois, c'est plus des AMO, des assistants à la maîtrise d'œuvre ou à la maîtrise d'ouvrage qui vont permettre justement d'accompagner la démarche des projets. Et donc, c'était un événement qui est organisé en partenariat avec la Société des architectes de Marseille. Sans m'attarder beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, ça peut être aussi, ça peut induire en confusion, mais je voulais juste vous présenter l'origine du terme réusage qui apparaît dans le titre de ma recherche doctorale. C'était un terme ou un concept opératoire que je définis à l'issue d'une première partie d'analyse et d'entretien avec les acteurs régionaux et nationaux pour justement définir pour donner un terme à toute opération permettant un usage durable aux ressources disponibles. Donc, dedans, j'inclus les démarches de réemploi et de réutilisation parce qu'en France, on a 2 définitions différentes. Aujourd'hui,
pour un souci d'apprentissage et de compréhension collective, on va vraiment rester sur le terme réemploi pour désigner à la fois du réemploi, de la réutilisation des matériaux. Donc, peu importe l'usage qui est derrière. Cette notion de réusage, en tout cas, ce qui m'intéresse dedans, c'est la partie où on est vraiment sur, plutôt qu'une action de prévention des déchets, on est sur un processus global de projet qui va induire nos manières de faire du projet, de faire de la maîtrise d'œuvre, de construire, de faire des liens avec les acteurs, les entreprises, etc. Donc, on passe d'une échelle de court terme d'action vers une échelle de long terme pour dire que ces pratiques demandent vraiment une vision de long terme avec un objectif de pérennité des démarches qui sont en train de se développer au fur et à mesure de notre apprentissage par les projets. Donc, on est sur plutôt des savoir-faire humains avec beaucoup de main-d'œuvre, de savoirs locaux, d'économies locales qui vont pouvoir nous permettre de développer ces démarches-là. Donc, dans le cadre de ma recherche, en tout cas pour passer de l'action à la pratique, j'étudie 3 axes principaux. Le premier, c'est l'analyse des réalités opérationnelles, réglementaires et économiques liées à la pratique de ce que j'appelle réusage, en tout cas du réemploi. Le deuxième axe, c'est l'étude des temporalités supplémentaires liées à cette pratique. Et le troisième axe, c'est la communication et la valorisation de la pratique. Alors, j'étudie dans le cadre de ma recherche doctorale 8 projets, donc 5 qui sont plutôt des démarches exploratoires et 3 qui font partie de la recherche-action que je développais dans le cadre de mes 3 ans de thèse CIFRE en agence d'architecture et d'urbanisme. Donc, le premier projet, c'est le projet de la plateforme des courriers à Nice, qui est à l'époque géré par Valérie Léco avec en AMO Réemploi. Donc, à l'époque où c'était Rédificaré était l'association. Donc, c'est un projet de démolition, en tout cas de déconstruction, de démantèlement de matériaux existants pour vraiment aller dans une démarche de réemploi. Le deuxième projet, c'est le projet Helios à Grasse, donc qui est dans la maîtrise d'œuvre et géré par Atelier Aino. Donc, c'est un projet de reconversion d'une ancienne maison de repos en 18 logements. Le troisième projet, c'est le projet de la Grande Halle de Colombelle à Paris, donc avec en maîtrise d'œuvre encore heureux et remix sur les démarches de réemploi des matériaux. Donc, c'est un projet de réhabilitation. Le projet des fermes des possibles aux résiliences, Astin, géré par Archipel Zéro en maîtrise d'œuvre et Bellastock en assistante à la maîtrise d'œuvre et emploi. Donc, c'est plus un projet neuf. La caserne de Reuilly, dont la maîtrise d'œuvre est gérée par Rotor. Donc, il y a les deux parties une partie réhabilitation plus de la construction neuve. Et sur les 3 projets de recherche-développement, il y a le projet de Bouc-Bel-Air. Donc, c'est un projet de reconversion d'une ancienne chapelle œcuménique en espace culturel à Bouc-Bel-Air. Et le deuxième projet, le projet de tiers-lieu au tri postal à Avignon, toujours par l'agence d'architecture Bresson chez Debec Architectes. C'est un projet de réhabilitation dans la maîtrise d'œuvre et la CNCF 0. Et le dernier projet, c'est au CIF de l'Office de tourisme à Saint-Rémy-de-Provence. C'est un projet de rénovation énergétique d'un ancien office de tourisme avec une démarche de labellisation BDM. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la diversification des types de projets, des échelles de projets, mais aussi sur les démarches, à la fois sur de la déconstruction, de la réhabilitation et aussi de la construction neuve. Du savoir-faire au pouvoir-faire, en fait, je retiens la citation de Valérie Léco sur ce sujet qui dit que je suis entièrement d'accord qu'il faudra arrêter de caler les honoraires sur le montant des travaux parce que la matière grise qu'il faut pour faire tout ça, toute la partie démarche de réemploi, doit être vraiment payée. Et donc, du coup, le lien entre le savoir-faire et le pouvoir-faire, c'est de comment mettre en œuvre des moyens nous permettant justement d'aller dans le sens du réemploi et de développer la démarche comme il faut. Donc, sur cette partie-là, sur la partie outils, en fait, on a tout ce qui est en lien avec les diagnostics. Donc, il y a ce qui se développe aujourd'hui, c'est les diagnostics territoriaux qui permettent justement de voir le territoire comme terroir de ressources. La mise en commun à partir du fait de rendre accessibles ces diagnostics PMED, donc pour partager les ressources entre les acteurs des projets, et une grande partie sur l'anticipation, donc que la phase diagnostique permet justement pour ressourcer tous les matériaux, produits et équipements disponibles sur un bâtiment.
Puis, il y a la partie stockage où on est vraiment sur, soit sur des chantiers en cours, où on est sur un bâtiment chantier qui se définit comme un lieu de stockage temporaire, avec le fait de réemployer in situ. Il y a aussi l'intermédiaire des plateformes de stockage ou de réemploi, donc qui vont permettre justement d'organiser plus efficacement la mise en circularité des ressources. Et il y a aussi cet esprit de flux tendu entre les chantiers, et donc comment rendre visibles les ressources entre les chantiers à une échelle locale, voire nationale, pour permettre un peu de fluidifier la transmission, la logistique des ressources. Sur la partie approvisionnement, donc les outils, c'est plus toujours l'anticipation sur l'approvisionnement. Donc, comment faire cette veille sur les gisements disponibles et comment responsabiliser les acteurs pour trouver ces gisements et surtout les entreprises qui vont mettre en œuvre les matériaux. Donc, sur la partie mise en œuvre, justement, il y a toute cette partie anticipation. Comment aussi, ça pose la question des assemblages favorisant le réemploi. Comment simplifier la mise en œuvre pour faciliter le démontage et la dépose soignée. Et comment, justement, limiter le recours à des matériaux complexes qui vont complexifier la démarche de réemploi. Il y a aussi la notion de la formation, en tout cas. C'est sur la formation sur les techniques de dépose, comment transmettre les savoir-faire entre les entreprises et comment aussi pérenniser, en tout cas, conserver ce savoir-faire que l'entreprise va acquérir en déposant les matériaux pour qu'elle puisse les remettre en œuvre proprement sur les chantiers à venir. Sur la partie réglementation, aujourd'hui, on est face à des outils et des alternatives. En termes d'outils, on est face à ces réglementations incitatives. Donc, en France, typiquement, la loi AGEC du 10 février 2020 qui incite au réemploi des matériaux et au fait d'établir un diagnostic PMED sur les bâtiments qui dépassent les 1000 mètres carrés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a cette notion de réglementation incitative. Il y a aussi cette réglementation qui met en œuvre, en tout cas, qui met à disposition des ressources, donc les diagnostics PMED, les fiches techniques des matériaux, qui nous demande aussi de réfléchir à comment transmettre les données sur les matériaux en conservant les dossiers des ouvrages exécutés, les DE, à la fin des chantiers. Et aussi, il y a aussi, en fonction de cette réglementation, plusieurs guides et référentiels qui sont mis à disposition pour les acteurs pour qu'ils puissent se ressourcer. Donc, il y a aussi des méthodes qui se développent, notamment le déclassement des matériaux en fonction de leurs usages dans le bâtiment et dans le chantier récepteur pour qu'on puisse vraiment dépasser la contrainte assurantielle et bureau de contrôle. Et la notion de prototypage, donc cette notion d'étudier à l'échelle 1 des mises en œuvre d'un matériau qui a déjà servi pour qu'on puisse vraiment tester les atouts et les freins et qu'on puisse vraiment l'intégrer à l'échelle d'un projet. Donc, comme alternatif, j'ai séparé sur la partie conception et sur la partie réalisation. Sur les études, en tout cas, il y a cette notion de travailler à détendre le cadre réglementaire. Donc, ça demande une connaissance réglementaire bien fournie. Aussi, comment adapter le projet à la réglementation et aux matériaux. Donc, comment intégrer la ressource dès le début. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir en esprit l'importance de l'anticipation dans les démarches de réemploi. Comment conserver ou concevoir avec les ressources existantes. Donc, comment identifier les ressources qui sont facilement réemployables et les ressources qui sont moins facilement réemployables et comment vraiment les associer pour faire projet. Et comment surtout assurer cette association bureau de contrôle assureur tout en amont du projet pour qu'on puisse travailler ensemble très vite. Sur la partie réalisation, il y a aussi cette question de surveiller la dépose pour éviter la dégradation des matériaux. Ça demande plus d'investissement des maîtres d'œuvre, mais aussi comment aussi réemployer des éléments récents sans contrainte technique. Je veux faire un petit focus REP, donc sur la réglementation élargie des producteurs, qui aujourd'hui incite les producteurs ou les metteurs sur le marché de contribuer, en tout cas de verser une éco-contribution aux éco-organismes qui est intégrée dans le prix de vente de leurs produits. Et par conséquence, les éco-organismes, ils font vraiment travailler sur le financement des acteurs du réemploi et aussi sur la reprise sans frais des déchets triés sur les chantiers. Donc, on voit qu'il y a quand même cette controverse entre le fait que ces
contributions vont quand même faire augmenter les prix d'achat des matériaux. Donc, ça peut inciter aussi au choix des matériaux de réemploi qui deviendront pas moins chers, mais aussi cette controverse avec le fait de reprendre gratuitement. Donc jusque-là, l'argument aussi des maîtres d'œuvre qui conseillent sur les démarches de réemploi, c'est de se dire aux maîtres d'ouvrage qu'on peut vraiment économiser sur la mise en décharge des déchets, entre guillemets, issus du chantier. Alors que cette REP vient vraiment donner la possibilité de récupérer ces déchets gratuitement, donc moins d'arguments sur le court terme pour le maître d'ouvrage, pour vraiment le convaincre sur le côté économie du réemploi. Donc, ça nous laisse réfléchir peut-être à un scénario d'économie à long terme qui peut être aussi une manière de voir les temporalités d'un projet de réemploi. Donc, on passe vers une recherche de modèles économiques adaptés, donc entre des financements et des économies. Donc, on voit que les acteurs aussi du réemploi des matériaux, ils sont dans une recherche perpétuelle de l'appel à projet, de sources de financement, de crédits impôt recherche, avec aussi des subventions à la fois régionaux et nationaux qui permettent justement de développer de la recherche et d'avancer sur les démarches-là. Un autre point commun, c'est aussi de retrouver une rémunération alternative. Donc, comment se rémunérer au temps passé, au lieu d'avoir cette rémunération dont on a parlé tout à l'heure en pourcentage des montants des travaux qui devient vraiment absurde par rapport à ces démarches de réemploi où on cherche plutôt une économie de fourniture, donc ce qui devient inadéquat par rapport à cette économie du projet. Et comment valoriser justement cette matière grise ou ces temporalités supplémentaires liées à la recherche, au développement, à la recherche de solutions, à la recherche de gisements, etc. Donc, on voit qu'il y a pas mal de missions complémentaires qui se créent, en tout cas, pour pouvoir vraiment identifier le travail supplémentaire et le faire payer par les maîtres d'ouvrage, pour dire les choses simplement. Sur les parties économie, donc à la fois sur la phase études et sur la phase chantier. Donc, sur les études, il y a aussi cette idée de comment monter une méthodologie qui pourrait être optimisée par le faire, par le geste de faire, de refaire et de tester. Et donc, comment aussi rendre cette pratique de réemploi efficace avec le temps. Sur le chantier, il y a aussi cette question d'économie de mise en décharge dont on parlait. Donc, il y a la REP qui peut vraiment aussi rentrer en jeu et donc comment aussi chercher une économie à long terme. Il y a pas mal d'initiatives de chantier participatif, donc entre guillemets cet esprit de bénévolat qui permet de tester à l'échelle 1 des méthodes de mise en œuvre des matériaux de réemploi et qui permet justement de gérer cette plus-value sur le temps du projet. Donc, cette équation entre moins-value fourniture, plus-value de main-d'œuvre, elle doit pouvoir s'équilibrer au fur et à mesure du développement des démarches. Donc, il y en a aussi, il y a pas mal sur pas mal de projets cette notion d'organiser des dépôts-ventes, en tout cas, ou des chantiers ouverts au public, qui permet justement de mettre au regard des acteurs du projet, mais aussi des citoyens, des ressources qui sont là pour sensibiliser, mais aussi pour retrouver repreneurs plus facilement. Donc, un apprentissage dans nos temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que je constate à travers ma recherche doctorale, c'est une phase de préréalisation qui se développe en plus des phases classiques du projet. C'est-à-dire aujourd'hui, entre la conception et la réalisation, on prend le temps d'expérimenter, de tester, de mettre en œuvre à l'échelle 1, de rechercher des gisements, de travailler avec les entreprises. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, c'est des temporalités supplémentaires qui est difficile à faire rentrer, en tout cas, dans l'esprit d'une démarche classique du projet. Donc, on a la tendance à faire adapter, au contraire, ces démarches classiques inadaptées au projet de réemploi, alors qu'on devait vraiment revoir nos manières de faire et de projet et nos manières de monter une opération de construction. Donc, à chaque phase du projet, y compris la phase pré-réalisation, il y a des nouveaux acteurs qui s'ajoutent, en plus des acteurs du projet classique. Donc, on voit intervenir aussi les acteurs locaux et institutionnels, à la fois pour du conseil, pour de la veille réglementaire, pour du financement, pour de la recherche et développement. On voit aussi des projets ou des acteurs de projets travailler avec des écoles d'archi sur les parties workshop, des organismes de formation, des plateformes de réemploi, les artisans locaux, donc les entreprises d'insertion. Donc, on voit que ça développe aussi une économie locale et ça fait travailler aussi les acteurs ensemble d'une autre manière que celle avec laquelle on travaillait jusque-là.
Donc, on est vers cette pratique adaptée où on est dans une recherche de comment faire projet avec des ressources finies et que ces projets soient non finis, en tout cas non figés par le temps, pour permettre justement d'étaler la phase conception, de penser une logique de long terme et de faire un projet progressif et collectif. Donc, comment capitaliser pour gérer le temps? Donc, comment apprendre un peu des leçons d'architecture à partir des expériences de projet? On a tendance aussi à décloisonner les phases du projet, donc à travailler ensemble en amont, entre maîtres d'œuvre, programmistes, entreprises de travaux. Donc il y a cette notion de mise en commun des savoir-faire qui mériterait d'être vraiment investi dans un projet tout en amont du montage du projet pour qu'on puisse vraiment aller dans le sens de construire avec les ressources disponibles à partir des gisements disponibles. De l'apprentissage exploratoire, je suis carrément convaincue du fait qu'aujourd'hui, la communication des savoir-faire, des expériences de projet permet justement de mettre en commun ces initiatives et de ne pas repartir du zéro à chaque fois qu'un acteur a envie de développer ses démarches dans un projet. Donc, c'est pour ça que j'ai monté en premier temps ce cycle de conférences et en deuxième temps, j'étais missionnée par le CAE du Var pour être commissaire d'exposition sur la thématique du déchet, donc ici qui est intitulé Ceci n'est pas un déchet, regardez les ressources, et qui permet justement à la fois d'avoir une sensibilisation par la photographie sur ce qu'on appelle ressources aujourd'hui, qui peut être perçu comme déchet au premier regard, et aussi par toute une programmation culturelle qui fait intervenir des intervenants, des acteurs spécialisés, et qui permet de mettre en synergie les compétences et les savoir-faire des uns et des autres. Aujourd'hui, je veux insister, et je vais conclure avec ça, sur la partie de comment pérenniser le processus du réemploi aujourd'hui. Il faut vraiment se dire qu'on est sur un autre type d'opération avec une pratique vraiment adaptée. Et donc, il faut, à mon sens, il faut vraiment changer ce regard sur l'économie de court terme sur des projets de réemploi et se dire que cette pratique, par rapport à une pratique classique, elle demande du temps. C'est-à-dire que le temps qu'on investit aujourd'hui sur les temporalités supplémentaires, que ce soit pour vraiment permettre une bonne anticipation dès la phase programmation, plus de temps de travail pour établir un diagnostic qui soit le plus qualitatif possible, plus de temps de conception, plus de temps pour pré-réaliser le projet, etc., on va pouvoir avoir un retour sur investissement, si je veux dire les choses comme ça, pour justement parler économie du réemploi, et que c'est une pratique qui se voit à long terme, en se disant que le fait d'acquérir ces compétences pendant un nombre d'années défini, on va pouvoir les capitaliser et les réutiliser sur d'autres projets. Et au fur et à mesure, on va apprendre justement à concevoir pour que les matériaux soient facilement réemployables, pour que les types d'assemblage soient adéquats à une dépose soignée. Et de ce fait, on va pouvoir vraiment économiser et avoir cette économie du réemploi, mis à part le fait d'être vraiment sur tout ce que la démarche peut développer en fait sur la partie économie locale, savoir-faire locaux, création d'emplois et tous ces paramètres, en tout cas à la fois environnementaux, sociaux et économiques, qui peuvent aussi rapporter des bénéfices. Et il faut vraiment aussi pouvoir équilibrer entre cette économie d'énergie, une économie de coûts et une économie carbone qui n'est pas négligeable à l'époque où on est. Donc le réusage, le réemploi est pour moi en tout cas aujourd'hui un matériau d'architecture qui nous permet de changer notre manière de pratiquer le projet, changer notre manière de faire de l'architecture, anticiper, travailler ensemble et surtout comment vraiment mutualiser les savoir-faire et arrêter de travailler chacun de son côté. Donc pour moi, ça permet justement d'exercer le métier autrement, que ce soit l'architecture, pour l'entreprise des travaux, les bureaux de contrôle, les assureurs, etc., et mettre en commun les synergies de tout le monde. Voilà pour ma part. Je vous remercie pour votre attention et je suis attentive à vos questions. Merci.